le monde. On vous s'attendait. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 7 avril 2026. On débute avec Mme Hélène Manconi. Bonsoir. 1.1. Constat. Oui. OK. Constatation du quorum et ouverture de la séance ordinaire. Le quorum étant constaté, il est 19h exact. Je propose que la séance ordinaire du 7 avril 2026 soit ouverte. J'appuie André Laramé. Point 1.2. Adoption de l'ordre du jour. Je propose, Hélène Manconi, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie André Laramé. Point 1.3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026. Je propose, Hélène Manconi, d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie André Laramé. Tout le monde est d'accord avec le compte rendu? Oui. Point 1.4. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2026. Je propose, Hélène Manconi, d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2026 tel que présenté aux membres du Conseil. J'appuie André Laramé. Tout le monde est d'accord avec le compte rendu? Oui. 1.5. Acceptation des comptes. Je propose, Hélène Manconi, d'approuver le paiement des comptes pour un montant total de 393 528 et 13 cents. Adopté. J'appuie André Laramé. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires du maire Michel Richard. Le directeur général et greffier trésorier dépose la déclaration des intérêts pécuniaires du maire M. Michel Richard. J'appuie André Laramé. 1.7. Autorisation de signature d'un avenant avec CITAM division de COCA. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2025.04.097 autorisant le renouvellement du contrat de service d'impartition des appels municipaux avec CITAM division de COCA pour une période de 3 ans. Considérant que seulement 8 jours fériés sont prévus au contrat de service précité et qu'il y a lieu de modifier lesdits contrats par avenant afin d'inclure notamment les fériés du vendredi saint pour 2026 et 2027, ainsi que ceux du temps des fêtes 2026 et 2027, tels que prévus à la convention collective en vigueur. En conséquence, je propose dans les Tremblay d'autoriser la signature d'un avenant avec CITAM division COCA afin d'ajouter la prise des appels municipaux lors des fériés du vendredi 5 2026 et 2027, ainsi qu'au cours de la période des fêtes 2026 et 2027, et ce, au coût de 1048,66 plus les taxes applicables. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 2026. Considérant les congés fériés prévus à la convention collective pour le personnel du bureau municipal au cours de la période des fêtes, considérant qu'il y a lieu de déterminer à l'avance les dates de fermeture du bureau municipal pour la prochaine période des fêtes, en conséquence, je propose dans les Tremblay d'autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.9. Règlement numéro 2026-761 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le Conseil de la municipalité a adopté le 1er août 2022 le règlement numéro 700 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQC E-15.1.0.1, si après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mai, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'il y a lieu
En conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que les formalités prévues à la LEDEM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles de déontologie qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Attendu que le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale RLRQCE-15.1.0.1. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du conseil municipal du 30 mars 2026. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2026-761 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. Un point 10. Avis de motion. Règlement numéro 2026-763 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe visant la construction ou l'aménagement de logements locatifs. Dans les tremblées d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 2026-763 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe visant la construction ou l'aménagement de logements locatifs. Un point 11. Projet de règlement numéro 2026-763 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe visant la construction ou l'aménagement de logements locatifs. Considérant la faible disponibilité de logements dans la municipalité, considérant qu'en vertu de l'article 8.4.4 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut, par règlement, mettre en place un programme aidant visant à favoriser la construction ou l'aménagement de logements locatifs d'aide peut être accordée sous forme de subvention, d'un prêt ou d'un crédit de taxe, à l'exception de logements destinés à des fins touristiques. Considérant que la municipalité considère qu'il est dans l'intérêt public qu'un tel programme d'aide soit établi afin de favoriser le développement économique de la municipalité, et ce, sous forme de crédit de taxe, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil municipal du 7 avril 2026, en conséquence, je propose dans les tremblées d'adopter le projet de règlement numéro 2026-763 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe visant la construction ou l'aménagement de logements locatifs et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est un projet de règlement, vous pouvez en prendre connaissance à l'hôtel de ville. Puis ça vise à stimuler effectivement soit la construction ou le renouvellement, des modifications à un bâtiment visant la location de logements. C'est quelque chose qui est assez rare à la Nièvre. On peut stimuler ce volet-là de la construction. Un point 12. Règlement numéro 2027-764 concernant les droits sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, la municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, tel taux ne pouvant excéder 3 %. Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi concernant les droits sur la mutation immobilière, la municipalité peut, par règlement, prévoir les modalités selon lesquelles un droit de mutation peut aussi être payé en plusieurs versements. Considérant que la motion du présent règlement a été donnée à la séance du conseil municipal du 2 mars 2026, en conséquence, je propose dans les tremblées d'adopter le règlement numéro 2026-764 concernant les lois sur les mutations immobilières pour l'exercice financier 2026 et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. Appuyé par Mathieu Séguin. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans ce projet-là, la municipalité peut aller jusqu'à 3 %. Alors, c'est des montants de pourcentage à payer qui partent de 0,5, on a arrêté à 2,5. On n'est pas allé au maximum.
Puis une personne qui le désire sur demande à la municipalité va pouvoir faire son paiement en 2 dates différentes. Ça vise à aider justement les gens qui voudraient acheter la lumière. Alors, 1.13, autorisation pour vente du lot numéro 536-5036. Considérant que la municipalité de la Minerve est propriétaire du lot numéro 536-5036 au cadastre du Québec, considérant que le propriétaire du lot contigu numéro 507-1538 souhaite se porter acquéreur du lot numéro 536-5036 afin de sécuriser son accès au chemin de la Minerve, considérant que le propriétaire accepte de consentir en faveur de la municipalité de la Minerve et de la population en général une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'entretien sur une largeur de 17,47 mètres pour les véhicules hors route et leurs associations affiliées. Considérant le rapport d'évaluation agréé préparé par le groupe Proval en date du 14 novembre 2025, pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose d'autoriser la vente du lot numéro 536-5036 au cadastre du Québec en faveur de Marc Brun au prix de 4 000 plus les taxes applicables et à condition que soit créé en faveur de la municipalité de la Minerve et de la population en général, à même l'acte de vente notarié à intervenir, une servitude réelle et perpétuelle de passage et d'entretien sur une largeur de 17,47 mètres pour les véhicules hors route et leurs associations affiliées. De confirmer que tous les frais notariés liés à la transaction de vente et servitudes précitées soient à la charge exclusive de l'acquéreur. De confirmer que l'acquéreur aura de plus l'obligation de déposer une demande de permis de lotissement afin d'unifier son lot contigu à celui acquis. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la direction générale à signer le dit acte de vente et servitude pour et au nom de la municipalité, ainsi que tout autre document pouvant être nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, et d'annuler la résolution numéro 2026.02.050 portant sur le même sujet. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.14, désignation et délégation des personnes responsables pour l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Considérant qu'au terme de l'article 8 sur la loi de l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le responsable de l'accès à l'information est la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public, soit le maire pour la municipalité de la Minerve. Considérant qu'au terme de ce même article de loi, le maire peut désigner une personne responsable et un substitut au sein de l'organisme public et lui déléguer toute ou partie de ses fonctions, considérant le souhait du maire de déléguer tous ses pouvoirs en matière d'accès à l'information pour la municipalité de la Minerve, pour ces motifs, je, Mathieu Séguin, propose de nommer Mme Lucie Bourque, directrice générale adjointe, à titre de personne responsable pour la municipalité de la Minerve, et M. Marc-André Laforêt, à titre de substitut, pour toutes les demandes d'accès à l'information, et ce, à compter des présentes. D'acheminer une copie certifiée de la présente résolution à la Commission d'accès à l'information. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.15, départ à la retraite de l'adjointe exécutive au greffe et à la direction générale. Considérant la lettre d'annonce de départ à la retraite présentée par Mme Chantal Bonfond, datée du 17 mars 2026, en conséquence, je, Mathieu Séguin, propose d'accepter le départ à la retraite de Mme Chantal Bonfond, adjointe exécutive au greffe et à la direction générale, au 14 juillet 2026. Par la suite, Mme Bonfond écoulera ses banques de temps cumulées et vacances, portant ainsi sa date officielle de fin d'emploi autour du 15 septembre 2026. Que Mme Bonfond soit remerciée pour ses années de service auprès de la municipalité. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. On va juste applaudir. Alors, 1.16, constitution d'un regroupement de services techniques et technologiques dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités. Attendu que la municipalité de la Minerve reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds régions et ruralités, sous-volet coopération intermunicipale, attendu que les organismes municipaux suivants désirent présenter un projet visant la mutualisation des services techniques et technologiques, que ce soit par l'entremise d'une entente intermunicipale, d'une déclaration de compétence ou d'un regroupement, dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds régions et ruralités.
Alors, Amherst, Arundel, Barkman, Brébeuf, Huberdeau, il est sur le lac, la Conception, la Minerve, la Belle, Lac supérieur, Lac Tremblant-Nord, Lantier, Mont-Blanc, Mont-Tremblant, Montcalm, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin et la MRC des Laurentides. En conséquence, Jean-Mathieu Séguin propose de confirmer la participation de la municipalité de la Minerve au projet visant la mutualisation de services techniques et technologiques, que ce soit par l'entremise d'une entente intermunicipale, d'une déclaration de compétences ou d'un regroupement. De confirmer l'acceptation de la municipalité d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, de nommer la MRC des Laurentides comme organisme responsable du projet et d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, et de désigner la direction générale pour signer tout document nécessaire ou utile demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Darlene prend déjà vu. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.17, demande de reconnaissance du statut de service essentiel des services de Poste Canada lors des conflits de travail. Considérant que les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité en vertu de la loi, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter ce titre, leur autonomie et leur pouvoir, LQ 2017-C13. Considérant que ce statut entraîne l'assujettissement des municipalités de nombreuses lois leur imposant diverses obligations légales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au maintien des services à la collectivité. Considérant que parmi ces obligations, les municipalités doivent expédier certains documents officiels, dont notamment l'avis d'évaluation et le compte de taxes avant le 1er mars de chaque année, article 81 de la loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F 2.1. Le compte des droits de mutation immobilière exigible à compter du 31e jour suivant son envoi, article 11 de la loi concernant les droits de mutation immobilière, RLRQ, chapitre D 15.1. Les avis d'inscription sur la liste électorale, au plus tard le 5e jour précédant le dernier jour prévu pour la présentation des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, ainsi que, le cas échéant, les cartes de rappel d'inscription, article 126 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, RLRQ, chapitre E 2.2. Les documents doivent faire l'objet de publication dans un journal diffusé sur le territoire, tel que la liste et l'avis des immeubles en vente pour non-paiement de taxes, les avis publics d'appel d'offres, les avis de tenue d'assemblée publique, les avis d'entrée en vigueur de certains règlements ou les avis relatifs à la division du territoire en districts électoraux. Les documents devant être transmis par poste recommandé, notamment les résolutions de délégation de compétences, les avis aux propriétaires concernant la date et le lieu de la vente pour taxes, ainsi que certains avis relatifs au rôle d'évaluation foncière. Considérant que Poste Canada joue un rôle crucial dans la capacité des municipalités à respecter ses obligations légales, considérant que les conflits de travail se cumulent et se succèdent chez Poste Canada affectent gravement la capacité des municipalités à remplir leurs obligations légales et opérationnelles au détriment des citoyennes et citoyens. En conséquence, Jean-Mathieu Séguin propose de demander formellement au gouvernement du Canada de reconnaître l'ensemble des services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. De transmettre copie de la présente résolution aux instances suivantes. Le Premier ministre du Canada, M. Mark Carney, le député fédéral de la circonscription des Laurentides, Mme Marie-Hélène Gaudreau, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, la Fédération québécoise des municipalités, FQM, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et aux municipalités du Québec. Darlene semble déjà vu. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.18, appui au rétablissement du financement du transport collectif, programme d'aide au développement du transport collectif, PADTC. Considérant que le gouvernement du Québec a récemment apporté des compressions au programme d'aide au développement du transport collectif, le PADTC, considérant que ces compressions entraînent un manque à gagner de 750 000 $ pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, compromettant le maintien des services de transport collectif offerts par Transport adapté et collectif des Laurentides, le TACL. Considérant que la nouvelle mouture du PADTC a été annoncée tardivement après l'adoption des prévisions budgétaires 2026, obligeant les MRC à composer avec des revenus inférieurs à ceux planifiés.
Considérant que la demande en transport collectif est en forte croissance et que ce service constitue un élément essentiel de l'inclusion sociale et de la vitalité économique de la mobilité durable, considérant qu'un financement adéquat, prévisible et adapté aux réalités territoriales est nécessaire afin d'assurer la pérennité des services de transport collectif, en conséquence, Jean-Mathieu Séguin propose de demander le rétablissement des sommes retranchées au programme d'aide au développement du transport collectif et en ce sens d'appuyer les démarches de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays d'en haut, de demander au gouvernement du Québec d'ouvrir la discussion sur des mécanismes de financement durables et adaptés aux réalités régionales et de transmettre cette résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable, à la MRC des Laurentides, à la MRC des Pays d'en haut, ainsi qu'aux instances concernées. Darlene Tremblay-Jacquemin. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.19. Demande de modification du guide TEC TECQ 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Attendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, le TECQ 2024-2028, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Attendu que le nouveau guide TECQ, publié en janvier 2026, précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm, 30 cm, pour être admissible. Attendu que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Attendu qu'aucune norme ne prescrit une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans la norme BNQ 2560-114 2014 R 2024. Toutefois, les documents du ministère, notamment le tome 6, chapitre 2, norme 2024, prévoient une épaisseur maximale de 300 mm ou 30 cm. Attendu que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie généralement entre 4 et 6 pouces, donc de 100 à 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Attendu que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important du niveau de la chaussée, créant des différences d'altitude problématiques entre les entrées privées et les accès aux propriétés, une instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux, même si celui-ci est compacté, un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés, entraînant des obstructions et un mauvais écoulement des eaux pluviales, une augmentation notable des coûts des matériaux, de transport et de main-d'œuvre, rendant ces travaux difficilement soutenables pour les municipalités rurales, une détérioration accélérée des chemins due à un temps de consolidation plus long et à une capacité portante plus faible durant la période de stabilisation, des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées, générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Tandis que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-2028, attendu que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire, comme auparavant, permettait aux municipalités de mieux adapter leurs interventions à la réalité des sols, des conditions climatiques et des budgets municipaux. En conséquence, Jean-Mathieu Séguin propose de demander formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide TEC 2024-2028, publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. De solliciter l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, ainsi que de l'ensemble des municipalités du Québec afin de soutenir cette demande commune de modification du guide. De transmettre une copie de la présente résolution à la FQM, UMQ, toutes les municipalités du Québec, la députée provinciale de la circonscription des Laurentides, la députée fédérale de la circonscription des Laurentides, et la MRC des Laurentides. Darlene Tremblay-Jacquemin. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 1.20. La présentation de la municipalité de la Minerve au sein du conseil d'administration de la résidence La Minerve.
Considérant le projet de construction d'un centre pour personnes aînées, soit la résidence La Minerve, considérant l'évolution du projet et l'ouverture prochaine prévue le 1er juillet 2026, considérant que la municipalité de La Minerve est un partenaire financier important dans le projet et qu'il y ait lieu qu'elle soit représentée au sein du conseil d'administration, en conséquence, je propose de nommer 2 personnes à titre de représentants de la municipalité de La Minerve au sein du conseil d'administration de la résidence La Minerve. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ça termine les informations se rapportant à l'administration. Merci, M. Séguin. Alors, on va passer à la sécurité publique avec M. André Laramie. Je vais juste faire une déclaration. Je déclare, Lynn Anthony, que le fait de voter à l'égard de la question soumise au Conseil est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal. Je confirme que je n'ai pas participé et je ne partirai pas aux délibérations de ce sujet. Merci. M. Laramie. OK, voilà. Mise à jour du cadre de travail des premiers répondants. La conseillère Lynn Marconi déclare C'est que juste la considérance. C'est nous qui considérant l'adoption du cadre de travail pour les premiers répondants au terme de la résolution numéro 2025.07.202, considérant au terme de ce cadre de travail, il avait notamment été omis de prévoir un montant pour la garde de semaine. En conséquence, André Laramie, je propose d'adopter un nouveau cadre de travail afin notamment d'inclure le montant pour la garde de semaine et d'autoriser la direction générale à signer ce nouveau cadre de travail pour les premiers répondants. Appuyé par Mathilde de Péloquin. Tout le monde est d'accord? Oui. De toute façon, ce budget-là, il était prévu, ce montant-là, il était prévu au budget, sauf que dans le document, sur la description de tâches pour les premiers répondants, ce n'était pas inclus. Mais ça avait été pensé. C'est juste une formalité pour que ça reflète la réalité. Alors, au niveau des informations sur rapportant à la sécurité publique, Mme Denis. Oui. En ce qui concerne les sorties des premiers répondants, il y a eu 3 sorties pour le mois de mars, pour un total de 6 appels depuis janvier. Ainsi tout. On va passer à la section transport avec toujours Mme Manconi. Oui. Transport 3.1. Autorisation de signature de la lettre d'entente 2026-32 avec le syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 3365. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la convention collective actuellement en vigueur, considérant les discussions survenues entre les représentants du syndicat SCFP, section locale 3365, et la direction générale, en conséquence, je propose, Lynn Anthony, d'autoriser la signature par le maire ou la mairesse suppléante, ainsi que par la direction générale de la lettre d'entente numéro 2026-32 portant sur la poursuite de projets pilotes tant à l'horaire d'été pour le personnel des travaux publics. Appuyé par Mathilde de Péloquin. Tout le monde est d'accord? Oui. On va passer à 3.2 avec M. André Laramie. Résultat de l'appel d'offres S2026-01, acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne neuve, année 2026, et conclusion d'un contrat de crédit-bail à la date limite pour recevoir les soumissions, soit le 1er avril 2026 à 14h. Les soumissions suivantes ont été reçues. Soumissionnaire, coût avant taxes et détails. Gérald Hubert Auto, 67 900 année 2026, marque F250. Performance Laurentide Mont-Tremblant, 71 590, année 2026. Maccabée Automobile Incorporée, 66 345, année 2026, marque F250. Les sommets Chevrolet Buick GMC Limité, 67 450 sous, année 2026, marque GMC Sierra 2500 HD.
considérant l'analyse de conformité des solutions reçues effectuées par la Direction générale et à la recommandation du Conseil, en conséquence, André Darby, je propose d'accepter la soumission de Maccabée Automobile Incorporée pour l'acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne neuve année 2026, le tout conformément à l'appel d'offres S2026-01 pour un montant n'excédant pas 66 345 pour plus les taxes applicables, d'accepter l'option du financement sur 72 mois avec un résiduel de 9 551 et 75 sous, basé sur les taux d'intérêt de 8,85% pour des mensualités de 1 085 et 72 sous par mois avant taxe. D'autoriser la Direction générale à signer tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est 9 951,75 $. Appuyé par les maintenus. Monsieur le directeur général, au niveau de performance, la routine de Mont-Tremblant, est-ce que c'était bien pour 250? Est-ce que c'était pas ici? C'était à 2500. OK. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, on va passer, ça termine les informations sur le rapport au transport, on va passer à l'hygiène du milieu. Monsieur le directeur général. Dépôt du rapport 2024 sur la gestion de l'eau potable. Le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport annuel 2024 sur la gestion de l'eau potable. C'est un rapport qui est positif en tout point. Oui, très positif. Ça termine les informations sur le rapport à l'hygiène du milieu. On va passer au point 5. 5.1, Vanessa est mise en valeur du territoire avec Mme Mathilde Pellequin. 5.1. Demande de dérogation mineure, adresse 5, Montée-Beauvais, lot 6 586 360, matricule 9425-70-2515. Considérant la demande d'autoriser la construction d'un espace de stationnement sur un espace de terrain autre que celui où l'usage est desservi, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 119, paragraphe 1, mentionne que l'espace de stationnement doit être localisé sur le terrain où l'usage est desservi. Considérant la demande d'autoriser la construction d'un espace de stationnement à 0 m des lignes latérales et arrière, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 120, paragraphe 4, mentionne que l'espace de stationnement doit être localisé à plus de 1 m des lignes latérales et arrière. Considérant que la demande n'a pas pour effet de causer un préjudice aux voisins, car il est situé à plus de 20 mètres des autres résidences. Considérant que la demande de dérogation est jugée mineure. Considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, au bien-être général, à la santé publique ou à la sécurité publique. Considérant que les objectifs au plan d'urbanisme sont respectés. Considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce point? Pour ces motifs, je, Mathilde Pellequin, propose d'autoriser au matricule 9425-70-2515 la construction d'un espace de stationnement sur un espace de terrain autre que celui où l'usage est desservi. D'autoriser au matricule précité la construction d'un espace de stationnement à 0 m des lignes latérales et arrière. Et la demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.1. Demande de dérogation mineure, adresse 24 rue Bellefleur, lot 5 264 509, matricule 94 23-24-95 53. Considérant la demande d'autoriser la construction d'un quai à plus de 1,87 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement de zonage 2024-732, article 106, tableau 31, paragraphe 27, qui exige une distance minimale de 5 mètres. Considérant que la demande vise la démolition d'un manubri à bateau afin de le remplacer par un quai flottant. Considérant que l'implantation du quai projeté permettrait de diminuer l'empiètement dans la rive.
Considérant la démolition de l'escalier en béton et le retrait du béton dans le littoral, considérant que le demandeur s'engage à retirer le quai présentement en place afin de n'avoir qu'un seul quai sur le littoral de ce terrain, considérant que le demandeur a déposé un plan de revégétalisation applicable à l'ensemble de la ligne, considérant que la demande n'a pas pour effet de causer un préjudice aux propriétés voisines, car le quai du voisin se situe à une distance de plus de 35 mètres, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, au bien-être général, ni à la santé publique, considérant que le refus de la demande pourrait engendrer un enjeu de sécurité, puisque la démolition de l'abri à bateau laisse une insertion dans le littoral, notamment par le maintien de murets susceptibles de représenter un danger pour les usagers, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant que les objectifs, c'est la même chose juste avant, considérant la recommandation du comité consultatif en urbanisme sur le dossier soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce point? Pour ces motifs, je, Mathilde Péloquin-Guy, propose d'autoriser au matricule 94-23-24-95-52 la construction d'un quai à plus de 1,87 m de la ligne latérale gauche, conditionnellement au respect des conditions suivantes. Le plancher du quai devra surplomber le littoral et ne pourra en aucun cas empiéter sur la rive afin d'en agrandir la superficie. Le quai devra être entièrement flottant, sur pied et situé dans le littoral. Le plan de revégétalisation devra inclure des essences indigènes et prévoir la revégétalisation du pourtour de la première section du quai, de même que l'ajout d'une ligne d'arbres résineux sur la ligne latérale gauche et le retrait du béton en place dans le littoral. La demande de permis et la réalisation des travaux devront être terminés dans les 2 ans de la présente résolution. Dans les Tremblay Chapuis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Demande dans le cadre de l'embellissement des façades. Considérant le programme d'aide à l'embellissement des façades dans le noyau villageois, considérant la demande présentée par le propriétaire du 190 chemin des Fondateurs, considérant que cette demande cadre avec les objectifs de développement du plan d'urbanisme de la municipalité. En conséquence, je, Mathilde Péloquin-Guy, propose d'accorder une aide financière au montant de 2 500 $, représentant une partie des coûts estimés pour le remplacement du revêtement extérieur, le coût conditionnement à la conformité avec le PIIA dans ce secteur et conditionnel à ce que les travaux soient effectués en 2026. Telle aide financière à être versée sur présentation des pièces justificatives. Dans les Tremblay Chapuis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.4. Adoption de la politique environnementale et de son plan d'action 2026-2031. Considérant la volonté de la municipalité de la Minerve de bâtir un avenir durable pour la Minerve, tout en encourageant l'implication active de chaque citoyen, entreprise et institution locale, considérant la participation du comité environnemental de la Minerve, appuyé par le conseil municipal, les employés municipaux et les membres de la communauté à chacune des étapes de l'élaboration de la politique, considérant la consultation menée auprès des citoyens, entreprises et institutions locales dans le cadre de cette élaboration, considérant que les résultats issus de la consultation ont servi à l'élaboration du plan d'action, considérant que le plan d'action vise la protection de l'environnement, la préservation de notre patrimoine naturel et une qualité de vie durable aux générations futures, je, Mathilde Péloquin-Guy, propose d'adopter la politique environnementale ainsi que son plan d'action 2026-2030. Dans les Tremblay Chapuis. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est une politique environnementale qui va nous servir lorsqu'on va avoir à prendre des décisions concernant différents aspects de la municipalité. Il y a des thèmes qui sont dans cette politique-là. Il y a la protection des espaces naturels et terrestres, les milieux humides et hydriques, les matières résiduelles, l'aménagement du territoire, la gestion des communications et de sensibilisation des citoyens. Alors, c'est les grands thèmes qui sont dans cette politique environnementale. Alors, on va passer à 5.5 avec Mme Tremblay. Mandat à la firme PFD Avocat pour le dossier matricule 9618-50-9558. Considérant les problématiques importantes constatées et dénoncées au propriétaire du matricule numéro 9618-50-9558, et ce, depuis plusieurs années, considérant les nombreux échanges avec le propriétaire et ses représentants et l'inaction constatée en lien de la problématique soulevée,
Considérant l'importance pour la municipalité de la Minerve de se faire représenter par un avocat afin d'en arriver à un règlement dans ce dossier, considérant l'offre de service de la firme PFD Avocat pour nous représenter dans ce dossier, pour ce motif, je propose en les tremblés de mandater la firme PFD Avocat pour représenter les intérêts de la municipalité de la Minerve dans le dossier matricule numéro 9618-50-9558. Le coût lié au mandat octroyé à la firme PFD Avocat ne devra pas excéder la somme de 5 000 $ plus les taxes applicables. Appuyé par Mathilde de Téléquinquis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.6. Confirmation de mandat à la firme PFD Avocat pour le dossier matricule 9628-50-0336. Considérant le mandat octroyé à PFD Avocat au terme de la résolution numéro 2023.08.208 pour le matricule numéro 9628-50-0336, considérant l'arrivée en poste de nouveaux élus au sein du conseil municipal depuis l'adoption de ladite résolution, considérant que la situation avec le propriétaire au matricule numéro 9628-50-0336 n'est toujours pas réglée et que les travaux ont été effectués sans permis dans la rive et le littoral de cet emplacement, considérant que ces travaux contreviennent au règlement en vigueur et qu'il y a lieu de poursuivre les démarches judiciaires amorcées afin d'exiger la remise en état de cet emplacement, considérant les représentations faites jusqu'à ce jour par la firme PFD Avocat dans ce dossier et la nécessité de poursuivre les démarches entreprises. Pour ce motif, je propose dans les tremblés de confirmer le mandat confié à la firme PFD Avocat pour la poursuite des démarches et procédures judiciaires entamées en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme contre le propriétaire du lot numéro 5070849, matricule numéro 9628-50-0336. Telle procédure visant à la remise en état de la rive et du littoral. Les coûts totaux liés au mandat octroyé à la firme PFD Avocat dans ce dossier ne devront pas excéder la somme de 15 000 $ en tenant compte que ce montant, une somme de 5 632,98 sous, a été dépensé. Appuyé par Mathilde de Téléquinquis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.7. Autorisation pour remboursement de l'article éco-responsable. Considérant l'importance de sensibiliser la population à poser des gestes écologiques et éco-responsables, considérant la recommandation du comité environnement et la possibilité d'effectuer un envoi budgétaire spécifique à cette cause, par conséquence, je propose dans les tremblés d'autoriser la direction générale à affecter un montant de 3 000 $ du budget environnement comme enveloppe budgétaire spécifique pour le remboursement de certaines dépenses autorisées comme ci-après et considérées comme des gestes éco-responsables à encourager. D'autoriser la direction générale à rembourser sur production de pièces justificatifs un montant maximal de 75 $ par famille par année pour les achats suivants. Les produits hygiéniques féminins réutilisables, serviettes hygiéniques, lavables, culottes menstruelles, coupes menstruelles, les couches lavables, les économisateurs d'eau, les installations pour récolter l'eau de pluie, les composteurs, les plants achetés pour revitalisation d'une rive, les produits qui tendent vers une moindre grande production de déchets, brosses à dents en bambou, pailles réutilisables, pellicules alimentaires réutilisables, tampons démaquillants lavables, boules de séchage, écitos réutilisables, etc. Matériel pour l'éradication des plantes exotiques envahissantes. Les plans achetés pour révégétaliser une rive. Appuyé par Mathilde de Téléquinquis. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.8. Demande à la commission de toponymie pour l'approbation de normes d'un chemin privé au lac Alphonse. Considérant la demande reçue afin d'attribuer un nom pour le nouveau chemin privé connu et désigné comme étant le lot numéro 6700820 au cadastre du Québec situé près du lac Alphonse. Considérant la proposition de nom Chemin des Générations, expliquée par le fait que la demanderesse fait partie
des familles souches de la lumière de la 4e génération de 6. En conséquence, je propose à Alain Tremblay de soumettre la demande précitée à la commission de toponymie du Québec et de leur demander l'approbation du nom chemin des générations pour le chemin privé connu et désigné comme étant le lot numéro 6700820 au cadastre du Québec situé près du lac Alphonse. Appuyé par ma coupe d'État de Québec. On est d'accord? Oui. Ça permet les informations sur le portail urbaniste et la mise en valeur du territoire. On va passer au loisir et culture avec M. Gaudin. 6.1. Adoption des tarifs pour la tenue du camp de jour estival 2026. Considérant la tenue d'un camp de jour estival 2026, considérant l'importance d'offrir aux jeunes familles de la Minerve l'accès à ce camp de jour et des coûts raisonnables et compétitifs, pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'adopter les tarifs suivants pour la tenue du camp de jour estival 2026, et ce, pour la période de 8 semaines. Coût pour inscription d'un premier enfant, 400 $. Coût pour inscription d'un deuxième enfant, 340 $. Coût pour inscription d'un troisième enfant, 295 $. L'inscription au service de garde pour l'été, aucun service de garde le matin, 150 $. Dans les 30 déjà puis. L'information, ce sont les mêmes coûts que l'année dernière. 6.2. L'embauche au poste de sauveteur à la plage municipale pour la saison estivale 2026. Considérant le besoin de sauveteurs pour assurer la surveillance à la plage municipale au cours de l'été 2026. Considérant l'intérêt manifesté par Mme Océane Simoneau pour assurer la surveillance de la plage comme sauveteur au cours de l'été 2026, soit pour la période du 25 juin au 14 août. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Océane Simoneau au poste de sauveteur pour la saison estivale 2026, soit pour la période du 25 juin au 14 août 2026, au taux horaire de 23 et 63 de l'heure, plus 4 % de vacances à raison de 28 heures par semaine. Dans les 30 déjà puis. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3. Embauche au poste d'animateur au camp de jour et sauveteur à la plage municipale pour la saison estivale 2026. Considérant les besoins en ressources humaines pour le camp de jour estival 2026, considérant le besoin d'avoir un sauveteur supplémentaire pour assurer la surveillance à la plage municipale au cours de l'été 2026, considérant l'intérêt manifesté par Mme Romy Lapointe, tant pour le poste d'animatrice au camp de jour que pour le poste de sauveteur suppléante à la plage municipale pour la saison estivale 2026. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Romy Lapointe au cours de la période comprise entre le 25 juin et le 14 août pour un maximum de 40 heures semaine et selon les besoins comme suite, majoritairement au poste d'animatrice au camp de jour estival 2026 au taux horaire de 19 $ de l'heure, plus 4 % de vacances, et aussi au poste de sauveteur suppléante à la plage municipale pour la saison estivale 2026 au taux horaire de 23 et 63 de l'heure, plus 4 % de vacances. Dans les 30 déjà puis. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4. Embauche au poste d'animateur au camp du jour estival 2026. Considérant les besoins en ressources humaines pour le camp du jour de la saison estivale 2026, considérant l'intérêt manifesté par Mme Jade Curtis pour le poste d'animatrice au camp du jour, considérant la recommandation du comité de loisirs en conséquence, je, Mark Goldman, propose d'embaucher Mme Jade Curtis au poste d'animatrice de camp de jour pour la saison estivale 2026 pour une durée de 8 semaines, soit du 25 juin au 14 août, à raison d'un maximum de 40 heures de semaine, au taux horaire de 19 $ de l'heure, plus 4 % de vacances. Dans les 30 déjà puis. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.5. Autorisation de remboursement d'une partie des frais d'inscription à des activités sportives offertes dans d'autres municipalités. Considérant que certaines activités sportives ne sont pas offertes sur notre territoire, considérant que certains citoyens souhaitent participer à ces activités sportives que nous pouvons offrir,
considérant qu'il est important de permettre aux citoyens de participer à ces activités sportives, et ce, à coût raisonnable. Pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'autoriser le remboursement d'une partie des frais d'inscription à des activités sportives qui ne sont pas offertes sur notre territoire aux citoyens qui en feront la demande et sur présentation des pièces justificatives comme suit. Le remboursement sera équivalent à 50% de l'écart entre le tarif résident et le tarif non résident. Le remboursement maximal pouvant être versé par personne est fixé à 150 $. Les 10 remboursements sont autorisés jusqu'à l'étang du montant de l'enveloppe budgétaire attribuée pour ces remboursements, soit la somme de 2 500 $ par année. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.6. Autorisation pour achat des bancs versantes et de tables de pique-nique versantes. Considérant l'obtention en 2024 d'une aide financière au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, de la disponibilité de fonds à ce programme. Considérant que l'achat des bancs versantes et d'une table de pique-nique versante est admissible à cette aide financière du programme PRIMA de 2024. Considérant les soumissions reçues de meubles SEPTEC pour l'achat des 10 bancs et tables de pique-nique versantes, pour ces motifs, je, Mark Goldman, propose d'autoriser l'achat de bancs versantes et d'une table de pique-nique versante pour installation à 3 endroits différents, soit près du bureau touristique, des 4 coins et du parcours d'herbitisme, afin de favoriser de saines habitudes de vie et afin de permettre aux aînés de s'y arrêter, et ce, pour un coût n'excédant pas la somme de 7 100 $, plus les taxes applicables, et d'affecter l'aide financière octroyée au programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, pour déployer cette dépense. Darlene Tremblay, j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. On va passer au point 6.7 avec Mme Tremblay. Nomination d'un représentant autorisé pour les demandes de licence de système de loterie à la régie des alcools, des courses et des jeux. Considérant la nécessité d'avoir un représentant autorisé pour déposer au nom de la municipalité de la Minerve les demandes de licence de système de loterie à la régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que toute démarche administrative concernant cette demande d'exploitation des systèmes de loterie inscrits à la licence. Pour ce motif, je propose avec Tremblay d'autoriser M. Miguel Dupramari, responsable en loisirs et culture pour la municipalité de la Minerve, à agir en tant que représentant autorisé pour la municipalité de la Minerve pour le dépôt des demandes de licence de système de loterie à la régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que pour toute démarche administrative concernant cette demande d'exploitation de système de loterie inscrit à la licence. Appuyé par Mark Goldman. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ça permet les informations sur l'important aux loisirs et à la culture. Point 7, Valia, juste aviser la population qu'il va y avoir une séance extraordinaire le 13 avril 2026 à 19h dans les mêmes lieux. Ça concerne des modifications réglementaires au règlement de l'urbanisme. Depuis le mois de novembre, autant l'urbanisme que votre conseil, on a travaillé sur des modifications au règlement sur l'urbanisme pour faciliter justement les différents, pour faciliter la vie aux gens de Minerve dans toute l'élaboration des règlements. Alors, il va y avoir une séance extraordinaire alors qu'on va proposer l'avis de motion ainsi que le premier projet de règlement. Suite à ça, vous allez pouvoir le consulter. Il va y avoir une consultation qui est prévue le 23 avril pour les citoyens. Ça va être ici. Ça va être à 19h. Alors, de toute façon, c'est une annonce que je fais. À la séance du 13 avril, il va y avoir plus de détails. Alors, on va passer à la période de questions, d'une durée de 30 minutes. Pour ceux qui ont des questions, je vous demande de vous présenter au micro, juste de vous nommer, puis de poser votre question ou sous-question, puis on va se donner un devoir de répondre le plus positivement possible. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je tiens à remercier tous ceux qui ont eu à lire ce soir. Ça a été une séance qui était quand même relativement longue, mais c'était nécessaire. Alors,
Alors, merci. Alors, au point 9, levé de la séance avec M. André Laramée. Je, André Laramée, propose que la séance soit levée à 19h54. Adopté, appuyé par l'unanimité. Bonsoir et merci. Merci tout le monde. Merci.